Bonjour, nous sommes le samedi 20 décembre 2014 et j'aimerais vous parler de cette question du visuel, de la vue, donc de la sensorialité. C'est un thème récurrent chez moi depuis très longtemps, puisque dès 1976, j'ai publié un gros dossier dans la revue Cosmopolitan, bien connue, revue féminine, sur l'astrologie sensorielle. Je ne vais pas revenir sur le contenu de ce dossier. Mais le concept lui-même est intéressant. Et là, je ne veux pas parler d'astrologie de toute façon. Mais je vais parler, comme je l'ai fait dans une précédente vidéo récemment, du rôle de la vue et de la dimension sexuelle de la vue, ou si l'on préfère, du fait que nous nous nourrissons par la vue. En tout cas, l'homme, les hommes, peut-être moins les femmes, se nourrissent par la vue. Et c'est pour cela que tout ce qui est une atteinte au visuel est une affaire grave. Les musulmans contrôlent le regard des hommes sur les femmes, sur leurs femmes. Donc c'est déjà la preuve qu'ils sont conscients, historiquement, traditionnellement en tout cas, de l'importance du visuel et de ce que ce visuel a de sexuel et de sensuel. C'est vrai qu'il y a différentes sociétés où on ne peut pas regarder une femme, la femme de quelqu'un. Le regard de quelqu'un est perçu comme concupissant. Aujourd'hui, en France, ça n'est pas perçu nécessairement comme cela. Je me souviens quand j'étais petit, on disait est-ce que tu veux ma photo? Bon, les gens se défendaient, ça les énervait qu'on les regarde. Mais cela mérite néanmoins d'y réfléchir. C'est-à-dire qu'effectivement, la sexualité ne commence pas avec le rapport au sexe. Les rapports entre hommes et femmes ne commencent pas avec les rapports sexuels. Moi, en ce qui me concerne, j'ai connu une vie sexuelle assez tardivement, sur le plan stricto sensu, n'est-ce pas? Mais en réalité, elle avait certainement commencé beaucoup plus tôt, sur le plan visuel. Et avec tout ce que ça peut apporter de réconfort, en tout cas de vitalité, si on peut dire. Donc la femme est porteuse d'une vitalité dont l'homme se nourrit. D'ailleurs, on pourrait jouer sur le mot vitalité et visualité. Il se nourrit de ce visage de la femme, de cette apparence de la femme, de cette gestuelle de la femme, de ce regard de la femme, de ce que la femme donne à voir d'elle-même, des expressions qui sont captées chez elle. Donc, on est très loin d'une considération purement sexuelle, au sens où Freud semble vouloir la situer. Et cette façon, ce changement d'angle, ce changement de perspective, à mon avis, est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, c'est justement la privation de cette visualité qui est traumatisante. Notamment la séparation, notamment l'abandon, le fait de ne plus se laisser voir, de ne plus se donner à voir à l'autre, de ne plus laisser l'autre vous regarder, vous rencontrer, tout simplement, vous croiser, disparaître. Le mot disparaître s'oppose au mot apparaître, au mot paraître, quelque chose qui se voit, comme le soleil qui paraît. Et effectivement, la nuit, c'est la disparition du soleil, et c'est aussi la disparition de la vue, si ça n'est pas relayé, bien entendu, par le feu, par l'électricité, etc.
quand même assez tardif, relativement. Et par l'électricité ou par le gaz, par les bougies. La photographie permet de perpétuer cette présence. On sait très bien le rôle des petits portraits, des petits médaillons que les gens portent avec l'être aimé dans une espèce de petit coffret comme ça. Bon, donc effectivement, le fait de porter un visage sur un médaillon, une photo, c'est un réconfort. Probablement pas du même ordre, avec la même force que le fait de voir la personne en chair et en os, en vue devant vous, parce que bon, finalement, tout ce qui est figé, tout ce qui est immobile, fait problème. Bien évidemment, la vue, elle est là pour... elle apprécie le mouvement, elle apprécie quelque chose qui n'est pas mort. Et la fréquentation dans la ville, l'espace urbain, dans les transports en commun, tout ça, est l'occasion de visualité. Alors, la question qui se pose, étrangement, c'est qu'effectivement, est-ce qu'on doit être visuellement attaché à une seule personne, puisque, comme on vient de le dire, après tout, notre visualité, elle s'exerce en permanence, et que nous rencontrons en permanence quand nous sommes dans la ville, sinon dans la campagne. Nous rencontrons en permanence des gens, des femmes, en tant qu'hommes, qui nous parlent pas avec les mots, mais des visages qui nous parlent. Vous savez que je préfère employer le mot parler dans un sens plus large que le simple sens de prononcer des mots. D'ailleurs, d'une manière générale, c'est la question du signifiant et du signifié. La femme qui ne parle pas, c'est un signifiant. Quand elle parle, on y met du signifié. Et ce signifié n'est pas forcément intéressant, pour dire les choses comme ça. Et donc la femme muette, en quelque sorte, ce n'est pas un problème majeur, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que finalement, bon, elle peut dire une chose, elle en peut dire une autre. Ce qui compte, c'est qu'elle soit là. Et comme dirait John Gray, dans Les femmes viennent de Vénus et les hommes viennent de Mars, il ne faut pas attacher trop d'importance à ce que dit une femme. Ce qui est important, c'est qu'elle vous parle, qu'elle soit là, qu'elle s'exprime. Maintenant, le contenu, c'est assez secondaire. Comme on disait, la fameuse expression « sois belle et tais-toi », c'est pas complètement faux. Non, mais c'est pas complètement faux parce que la beauté féminine parle, elle est éloquente, elle nous touche. Elle nous touche probablement plus que des propos qui pourraient venir d'ici ou là et qu'elle aurait pu récupérer ou reprendre à son compte. Elle est beaucoup plus elle-même dans l'expression visuelle. Et justement, quand la femme n'a plus cette puissance visuelle, avec l'âge, avec la ménopause, avec le vieillissement, à ce moment-là, en effet, elle peut basculer vers la parole, mais ou vers, je ne sais pas, de différents types d'addiction. Mais ça ne remplace pas cette présence visuelle, en aucune façon. Et même sexuel, même le contact sexuel, même la pratique sexuelle ne remplace pas la dimension visuelle. Ça peut se substituer. La visualité, c'est l'apport principal de la femme à l'homme. Ce qu'aucune machine ne pourra assumer. C'est son capital principal, et c'est un capital qu'elle doit préserver et qu'elle ne saurait remplacer par quoi que ce soit d'autre.
et même la question sexuelle n'est pas fondamentale, en fait. Parce qu'il y a quelque chose de très sexuel dans, dans cette présence de la femme. D'ailleurs, pour dire les choses comme elles sont, généralement l'attirance sexuelle est souvent déclenchée par le regard de la femme, par les attitudes de la femme, qui montre bien que déjà ce qui est donné à voir peut être déjà porteur d'une dimension sexuelle, qui est déjà un point de départ, qui est déjà une amorce, un prélude au rapport sexuel. Et par conséquent, le jeune enfant a certainement un lien sexuel avec sa mère par le fait du visuel, sans qu'il y ait le moindre attouchement. Donc, en ce sens-là, je dirais qu'avec Freud, effectivement, qu'il y a une dimension sexuelle extrêmement jeune, mais qui n'est pas liée nécessairement à la question génitale, si on peut dire. D'ailleurs, je crois que très franchement, l'enfant n'a pas forcément affaire à sa mère nue, donc c'est complètement ridicule tout ça. Non, c'est véritablement quelque chose de visuel. Et même le père, d'ailleurs, peut avoir un rapport visuel avec sa fille qui n'est pas sans une dimension sexuelle. C'est pour ça que, quelque part, je comprends les sociétés qui ne veulent pas laisser la femme se montrer en spectacle, d'aucune façon. Qui ne veulent pas que l'on puisse avoir accès au visuel de l'enfant ou de la femme. Ne pas se laisser voir, ne pas donner à voir. Parce que notre corps, c'est ça, notre corps, il est déjà presque défloré, sinon violé, par le regard. Le regard, on parle de regard concupiscent, on parle d'hommes qui ne cessent pas de regarder. Et c'est vrai que quand un homme ne peut pas quitter une femme du regard, on est déjà dans une relation presque sexuelle, comme une relation sexuelle qu'on ne peut pas interrompre. Donc, il faut resexualiser d'urgence, si ça n'a pas été fait, la dimension sexuelle au niveau du regard, au niveau visuel, et bien évidemment, l'homme qui est aveugle, c'est un problème, ou l'homme qui ne voit pas bien, ou un lieu où on ne voit pas bien, des lieux sombres, des lieux... Alors là, effectivement... Oui, je disais l'autre jour que peut-être que notre main aussi a une dimension visuelle, c'est possible. Et que quand nous touchons, quand même quand nous sommes aveugles, si nous touchons un visage, nous pouvons aussi capter quelque chose de l'ordre de l'excitation visuelle. Peut-être que nous voyons avec nos doigts, c'est possible, je n'en sais rien. Je n'exclus pas cette hypothèse qui n'est pas plus absurde qu'une autre et qui expliquerait certaines choses, effectivement. Il faudrait donc voir quels sont les travaux qui ont été faits sur la question du sens de la vue lié au sexe. Je suis pas sûr que ça a été tellement étudié en fait. Je suis en train de regarder actuellement sur Google ce qu'on dit. J'ai mis vue et sexe, et vue et oui. Alors oui, effectivement, faut pas faire un lapsus. Je regarde ce que ça donne, vue et sexe. Le sexe vu, c'est pas ça du tout. Il semble pas que ce soit extrêmement évident comme sujet, hein, voilà. Alors, homme et sexe, l'importance de la vue.
Alors effectivement, il y a un article là qui dit l'homme a besoin de regarder. Lui demander d'éteindre la lumière pour dissimuler notre est le meilleur moyen de faire baisser son désir. T'as encore mis ton pantalon en longueur? Ouais. Il semble que ce soit... bon, je ne veux pas embêter avec ça, parce que je ne suis pas là pour lire des textes en direct, mais il semble que, d'après ce que je vois, les femmes sont moins dans la demande par rapport à ça. Les femmes, on ne leur demande pas spécialement de parler, on leur demande de se montrer. Se montrer. Intéressant cette expression. Il faut se montrer, et même éventuellement se montrer dans sa nudité, pourquoi pas. Mais c'est pas absolument indispensable. Mais en revanche, il semblerait que le fait de passer au rapport sexuel proprement dit corresponde plus à une demande de la femme que de l'homme. Ce qui fait que parfois les hommes sont un petit peu perturbés par cette attente, parce que c'est quand même, ça demande un effort de pénétration, qui exige une mise en état, une mise en forme, qui peut être assez laborieuse. Je dirais qu'effectivement, d'ailleurs, la forme même du phallus montre bien qu'il est fait pour pénétrer la femme. Sa forme tuyau, en quelque sorte, de cylindre, montre bien sa vocation. Il s'agit bien de la part de l'homme de se connecter à la femme. Alors qu'il peut le faire par le simple fait du regard. Donc c'est ce que je voulais dire. Quelque part, à la limite, si les femmes n'insistaient pas parce que ça ne les satisfait pas, cet aspect visuel, si les femmes n'insistaient pas pour qu'il y ait cette dimension visuelle, eh bien, la dimension sexuelle, le contact, le coït pourrait ne pas avoir lieu. Le contact tangible de la main pourrait ne pas avoir lieu. Alors, vous me direz, oui, bon, il y a du viol, effectivement, mais je dirais que c'est probablement lié à une hypercommunication. C'est-à-dire par là que les hommes veulent séduire les femmes et ils savent que pour les séduire, il faut leur faire l'amour. Mais, et les femmes savent que pour séduire un homme, il faut qu'elles se laissent regarder. C'est ça le véritable consensus, c'est ça le véritable deal. La femme se laisse avoir ou refuse de se laisser voir, avec tout ce que ça peut impliquer, en connaissance de cause. Et l'homme accepte la connexion sexuelle ou la refuse également. Voilà un petit peu les données du marché entre les hommes et les femmes.